Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Contre la carte scolaire, la mobilisation des enseignants et parents d'élèves, près de 25 000 d'entre eux dans les rues de Nîmes cet après-midi pour réclamer de nouveaux postes. Jacques Chirac est la Martinique. Le président de la République évoque un statut sur mesure pour chacun des départements d'outre-mer, prenant en compte les différences et les spécificités. L'ostéoporose, cette affection qui touche une femme sur 3 après 50 ans, peut être mieux combattue par une prévention efficace et de nouveaux traitements. Les 15e victoires de la musique ce soir en direct sur France 2 au Zénith. Le talent de jeunes artistes est de plus confirmé, avec pour maître de cérémonie Michel Drucker et Jean-Luc Delarue. Loin de faiblir, la mobilisation des enseignants et parents d'élèves du Gard et des 4 départements voisins prend des allures résolument politiques. Contre le ministère de l'Éducation nationale et la politique de Claude Allègre, sur le pavé, près de 25 000 personnes ont défilé cet après-midi dans le centre de Nîmes, avec comme principale revendication, une fois encore, la création de postes d'enseignants. Véronique Gaglione, Denis Pardano. Une charge de mammouth en plein centre-ville, ça fait du bruit, surtout lorsque près de 25 000 personnes font corps. D'ailleurs, c'est précisément ce qu'ils veulent, être entendus. Négociation, il n'y a que ça qu'on peut dire, négociation. Écoutez, aux impôts, ils négocient avec M. Sauter. Ils négocient chez les hospitaliers. Il y a des surplus de recettes fiscales et aujourd'hui, on nous répond 80 points, c'est fini, 80 postes, c'est tout. Le message est plus politique, mais après 6 semaines de grève, les revendications n'ont pas changé. Parents et enseignants réclament toujours plus d'1 millier de postes supplémentaires, rien que sur le Gard et l'Hérault, contre les 262 proposés pour l'ensemble de l'académie. Les enseignants ne sont pas suffisamment nombreux. Nos enfants doivent avoir une école publique efficace, et pour être efficace, il faut qu'il y ait le nombre et la qualité. Ici, eh bien, j'ai les CE, CE2, et CM1 dans certains cas, avec leur tableau ici devant. Ici, sur notre tableau... Dans cette classe rurale, il y a 10 élèves cette année, mais avec 7 niveaux et surtout peu de moyens, pas de psychologue, pas d'anglais pour les CM2. Bref, une scolarité toujours en sursis. Ça fait 3 ans qu'on se bat pour notre école. Nous. Toutes les années, ils nous menacent d'une fermeture d'école. Et donc, ça fait 3 ans. 3 ans qu'on essaye de se battre, bon, un petit niveau parce que on était des novices dans l'histoire et puis plus les années passent, plus on devient des pros, quoi. À 8 familles, ils ont organisé la grève, les manifs, la résistance rurale. Ce week-end, ils emballent symboliquement leur établissement puisqu'ils semblent voués à disparaître. Et puis, ils iront jeter à l'eau leur école en carton, gardant intacte leur colère et leur détermination. Plus que jamais, ils refusent une éducation publique à la dérive. L'avenir de la Corse avec les 2 motions votées hier par les élus de l'Assemblée territoriale, l'une majoritaire prenant la décentralisation, l'autre envisageant l'autonomie de l'île. 2 propositions qui seront sur le bureau de Lionel Jospin puisque désormais ce sera au gouvernement de poursuivre ce processus. Réaction aujourd'hui à Ajaccio, la partie est loin d'être jouée. Carole Comont, Jean-François Renaud. La discrétion, c'est plus qu'une habitude chez les Corses. Beaucoup d'entre eux ont suivi les débats de l'Assemblée territoriale en direct à la télévision. Mais personne aujourd'hui ne tenait vraiment à commenter le résultat du vote d'hier, sauf à se montrer plutôt désabusé. On est toujours au même point, je crois. Alors, on espère qu'il en sortira quelque chose. Quand une nationale tend la main pour une fois, il fallait la tendre la main aussi. La fin de la violence, un objectif qui semblait un peu plus proche après les concessions faites par les nationalistes. Au dernier moment, c'est la motion initiée par Émile Zuccarelli, hostile à un début d'autonomie, qui l'a emporté. Un coup dur pour le président de l'Assemblée de Corse, même s'il s'en défend. On a fait des pas considérables dans l'esprit commun qui doit animer cette Assemblée. C'est ça qui me paraît le plus important, puisque les nationalistes eux-mêmes ont participé pour la première fois à une motion de large rassemblement. Le vote d'hier constitue l'un de ces coups de théâtre, comme la Corse en a déjà connu beaucoup. Pour certains, il n'a finalement rien de si surprenant.
On peut appeler ça une grande peur. La grande peur, c'est que les Corses veulent rester dans la République, où ils sont bien. Et alors tout ce qui peut ou qui paraît toucher à cette appartenance, ça provoque un phénomène de repli. Un épisode qui paraît en tout cas accentuer un peu plus encore la méfiance des Corses envers leur classe politique. Les Corses attendent maintenant la prochaine réunion de leurs élus avec le Premier ministre à la fin du mois. Même si l'espoir suscité lors du lancement du processus à Matignon en décembre dernier semble depuis hier un peu retomber. La suite du voyage de Jacques Chirac aux Antilles. Aujourd'hui, le président de la République en Martinique a plaidé pour un statut sur mesure pour chacun des départements d'outre-mer, estimant qu'il fallait prendre en compte les différences et les spécificités. Un discours qui avait une résonance particulière alors que l'on débat du statut de la Corse. Pour sa part, le maire de Fort-de-France, haute figure politique locale, n'a pas hésité à faire l'amalgame entre la revendication corse et la nécessité de l'autonomie des Antilles. Reportage Véronique Saint-Olive, Jean-Paul Chausset. Autonomie, un peu, beaucoup, passionnément. Les Antilles revendiquent aujourd'hui un nouveau statut. Ici, les élus, toutes étiquettes confondues, réclament plus de pouvoir pour gérer, sans toujours repasser par Paris, leurs institutions et leur développement économique. Et c'est Aimé Césaire, 87 ans, poète et sage, qui met les points sur les i. Ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse qu'il y a un peuple corse, qu'il y a un peuple martiniquais, et nous sommes, partisans d'une formule qui nous permet d'être nous-mêmes. Ce n'est fini le temps de l'aliénation. Les élus de Miens ont jusqu'au 18 mars pour faire leurs propositions, avant que Jean-Jacques Kéran, le ministre des Dom-Tom, défende à l'Assemblée nationale le projet de loi du gouvernement. De son côté, Jacques Chirac espère, en venant ici, reprendre à son compte toutes les aspirations. D'accord avec Lionel Jospin sur le principe de l'autonomie, le président de la République se démarque en plaidant par exemple pour la défiscalisation. Mais le chef de l'État veut surtout se poser en arbitre et fixer le cadre du débat institutionnel. Aucune de ces démarches ne me gêne. Aucune de ces approches ne me choque. Ma conviction est que les statuts uniformes ont vécu et que chaque collectivité d'outre-mer doit pouvoir désormais, si elle le souhaite, évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte un statut sur mesure. Les départements et les territoires d'outre-mer ont toujours représenté une réserve de voix importante qui peut faire la différence lors d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, Jacques Chirac, comme Lionel Jospin, savent donc qu'ils doivent convaincre ces Français du bout du monde qu'ils s'occupent de leurs intérêts et de leur avenir, et c'est à qui fera le mieux passer son message. Sans le dire trop et trop fort, le ministre de l'économie a finalement décidé, sous la pression du mouvement de grève, de suspendre la réforme de l'administration fiscale. Après 6 heures de fructueuses négociations hier soir, l'heure était au dialogue constructif. On remet tout à plat et on recommence. Florence Griffon, Bernie Mériot. Aujourd'hui, Bercy savoure son calme retrouvé. Hier soir, ces mêmes murs ont abrité des retrouvailles agitées. Le ministre de l'économie et les syndicats des impôts ont enfin réussi à dialoguer. À leur sortie, les syndicats se félicitent. Pour eux, Christian Sauter a renoncé à sa réforme. Le ministre a clairement indiqué qu'il ouvrait des discussions, une remise à plat sur une autre réforme. Ça veut dire très clairement que la réforme telle qu'elle a été annoncée le 27 janvier, effectivement est suspendue. Pour Christian Sauter, l'important n'est pas là. La vraie nouveauté, c'est qu'un dialogue constructif a eu lieu autour d'un même objectif. Ce qui est acquis, c'est que le principe d'une réforme est absolument admis par tous. Toutes les organisations syndicales l'ont dit. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut simplifier la vie des contribuables. En fait, les 6 heures de négociation auront donc surtout servi à cela, lever les ambiguïtés, batailler sur des formulations et au final, un accord sur le principe d'un interlocuteur fiscal unique. Une disposition essentielle pour Christian Sauter, même si son application reste à préciser. Et comme la question de l'emploi n'est pas encore réglée non plus, les syndicats ont décidé de maintenir leur mobilisation. Prochain rendez-vous avec leur ministre ce lundi pour une nouvelle explication de texte.
Devant le Sénat, manifestation pro-arménienne cet après-midi. Plusieurs milliers de personnes rassemblées pour protester contre la décision de la Chambre haute du Parlement de ne pas inscrire à son ordre du jour une proposition de loi qui reconnaît le génocide arménien de 1915. L'Assemblée nationale, il y a 1 an et demi, avait elle adopté à l'unanimité cette reconnaissance tant réclamée par la communauté arménienne. Plusieurs personnalités politiques de droite comme de gauche faisaient partie du cortège. Des militants kurdes se sont joints à la manifestation. À Bayonne, à présent, le rassemblement de près de 3000 personnes venues soutenir les prisonniers de l'ETA en France et en Espagne. Une manifestation sous haute sécurité. Dès le début de l'après-midi, les frontières étaient soigneusement filtrées pour empêcher l'arrivée de jeunes Basques espagnols venus apporter leur soutien. Le point avec Caroline Pham. Ces manifestants en provenance d'Espagne ne passeront pas la frontière. Les consignes émanent du ministère de l'Intérieur. Depuis minuit, les contrôles sont rétablis. Des personnes sont priées de faire demi-tour comme ces manifestants qui ne veulent pas baisser les bras. On ne peut pas passer la frontière, alors on ne fait rien. Ce n'est pas la solution. Et ça, bien sûr, ce n'est pas une solution pour les Pays Basques. Le rétablissement des contrôles est rare, mais cette fois, le gouvernement craint des débordements. À partir du moment où certains manifestants spécialistes de violence de rue et qui perpétuent des actes d'appel de Calier Boroka de l'autre côté de la frontière participent à des manifestations, on peut craindre effectivement des incidents et des jets de cocktails Molotov contre les personnes et les biens. Pendant ce temps, à Bayonne, le rassemblement se fait sans les Basques du Sud. Les manifestants réclament le rapprochement des prisonniers éloignés de leur famille. Ils sont aujourd'hui 463 répartis dans 24 prisons, une situation qu'ils dénoncent. Cette dispersion, elle est préparée. Il n'existe pas de prisonniers basques à moins de 300 km du Pays Basque. Alors ça, c'est inacceptable. Je ne suis pas découragé du tout. J'en ai beaucoup de monde derrière moi. Moi, je ne demandais pas pour mon fils. Je demande pour tout le monde qui sont condamnés. Et on ira jusqu'au bout, on ne pardonnera pas. Le fils de Bernard Dergui ne s'est pas alimenté pendant 63 jours. Depuis le 1er novembre, les prisonniers basques ont entamé un mouvement tournant de grève de la faim. Dans les prisons comme dans la rue, ils sont déterminés à se faire entendre. Et c'est demain que se dérouleront les élections législatives en Espagne. 34 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer. Un scrutin étroitement surveillé par des milliers de gardes civils et de policiers dans la crainte d'une éventuelle opération de l'ETA. Hier soir, dernier meeting de campagne pour celui qui fait figure de favori, le chef du gouvernement, José María Aznar, leader du Parti populaire, que les sondages placent largement en tête devant son adversaire, le socialiste Joaquín Almunia. Maryse Burgot. Un dernier meeting de campagne, ça ne doit surtout pas être raté. José María Aznar a bien l'intention de rester à la tête du gouvernement espagnol. Alors hier soir au Palais des Sports de Madrid, son parti de centre droit avait mis le paquet pour convaincre. Après 4 années de pouvoir, le parti conservateur du Premier ministre sortant se targue surtout d'avoir fait baisser le taux de chômage de 6 points. Avec ce bilan économique honorable, il est le favori de ces législatives, avec 3 à 5 points d'avance sur son rival socialiste. Des socialistes qui ont eux aussi sorti les grands moyens pour leur dernier meeting. Selon leur candidat Joaquín Almunia, le récent boom économique espagnol n'est qu'un trompe-l'œil, il ne profiterait qu'à quelques privilégiés. Il faut, dit-il, redistribuer les richesses. Ce scrutin se déroulera demain sous la surveillance serrée de 130 000 policiers et gardes civils, car depuis décembre dernier, le mouvement indépendantiste ETA a rompu la trêve des attentats. Au Chili, quelques jours à peine après le retour d'Augusto Pinochet, qui a rejoint depuis jeudi sa résidence balnéaire. On le voit ici sur ces images en Bermuda, aidé d'une béquille, marchant sans grande difficulté.
L'ancien dictateur n'était donc pas présent pour les cérémonies d'investiture du nouveau président Ricardo Lagos, qui a pris ses fonctions ce matin en présence de quelques personnalités internationales. Pierre Mauroy, l'ancien président de l'Internationale socialiste, représentait la France. Ricardo Lagos, 27 ans après la mort de Salvador Allende lors du coup d'État, est le deuxième président socialiste du Chili. Il a prêté serment à Valparaiso, à quelques 100 km de Santiago. À Saint-Pétersbourg, la visite éclair de Tony Blair, qui a répondu à l'invitation personnelle du nouvel homme fort de Moscou. La rencontre entre le Premier ministre britannique et Vladimir Poutine a été directe et cordiale. La question tchétchène fut largement évoquée. Notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Dorothée Olyric. Saint-Pétersbourg, le palais de Pierre le Grand. Ici est né un empire, ici est également née la première fenêtre sur l'Europe. Tout rappelle la splendeur passée et c'est pour cela que le président par intérim, Vladimir Poutine, a invité personnellement le Premier ministre britannique et son épouse dans ce palais rempli de symboles. Tony Blair est le premier leader occidental à rencontrer Vladimir Poutine. Tout de suite, le courant va passer entre les deux hommes. L'objectif affiché du Premier ministre est d'établir une relation personnelle avec Poutine. Il faut dire que la position britannique sur la guerre en Tchétchénie est moins sévère que celle des autres pays européens. Aux critiques incontournables faites tout de même par Tony Blair, Vladimir Poutine a répondu que Moscou devait corriger sa politique en matière de droits de l'homme, y compris en Tchétchénie. Cependant, les deux hommes n'ont pas parlé longtemps de la Tchétchénie. Tony Blair a surtout appelé au développement économique entre les deux pays. Il y a d'énormes possibilités pour les investissements et le commerce, a-t-il dit. C'est à l'Ermitage que les discussions entre le Russe, ex-agent soviétique, et le Britannique se sont poursuivies. Une visite du musée au pas de course après un tête-à-tête de près d'une heure. Je peux vous confirmer que cette conversation a été non seulement très chaleureuse, mais très constructive, très ouverte. Pas de grandes déclarations, pas de grands meetings, en clair, pas de campagne électorale, c'est le style Poutine, loin des frasques passées d'un Boris Yeltsin, mais c'est un style qui semble réussir à Vladimir Poutine, qui est donné par tous les sondages vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle. En Ukraine, un coup de grisou, le plus meurtrier de ces dernières années, a tué, selon un bilan définitif, 80 mineurs et blessé 7 autres. Au Mozambique, des pluies torrentielles sont attendues dans les heures qui viennent, dans le centre et le nord du pays, ajoutant de nouvelles craintes à la situation dramatique de ces régions entièrement ravagées. Les inondations de ces dernières semaines ont par ailleurs modifié l'implantation des mines antipersonnelles, rendant particulièrement dangereux tout déplacement. Le point avec Joël Bruandé. Avant de réparer ce pylône abattu il y a 3 semaines par la tempête, les ouvriers de ce chantier veulent être sûrs qu'ils ne risquent pas leur vie. Car depuis quelques jours, l'eau s'est retirée à Moamba et a laissé apparaître un nouveau danger, les mines. À peine protégés par une simple paire de lunettes, ces hommes tentent de repérer ces vestiges de la guerre civile. Nous savons qu'il y a eu d'importants glissements de terrain et certains de ces terrains étaient minés. En fait, il y a de grandes chances pour que des mines aient été déposées le long de cette rivière. La guerre civile a laissé au Mozambique près d'1 millier de champs de mines. Selon cet homme qui nous montre cette arme encore intacte, 10% de ces champs de mines auraient été déplacés ou recouverts par les inondations. Sur le front des secours, la mobilisation a redoublé depuis 48 heures, depuis que le ciel s'est éclairci. Aujourd'hui, ces 4 hélicoptères britanniques se sont joints au secours. Ils ont aussitôt commencé les rotations. Des vivres, du matériel, dans les villages isolés et surtout les camps de réfugiés, les besoins sont énormes. Cet après-midi, le président mozambicain s'est rendu au camp de Chakalan, le plus grand du pays. Ici, près de 30 000 personnes s'entassent. On redoute la famine, les épidémies et surtout on attend avec inquiétude le retour annoncé de la pluie. En France, l'affaire pourrait faire jurisprudence. Une femme violée il y a un peu plus d'1 mois dans le train de nuit qui assurait la liaison Strasbourg-Nice a décidé de porter plainte contre la SNCF qui, selon elle, a comme obligation d'assurer la sécurité de ses voyageurs. Yannick Aroussi, Gérard Gallian. Moi, je suis anéantie aujourd'hui. Moi, je suis anéantie, mais je prends la force, je ne sais pas où. Mais je prends la force pour parler parce que je veux dénoncer cet abus de la SNCF. 5 février, gare de Marseille-Saint-Charles. Anita Rémy dort paisiblement dans sa couchette.
Deux hommes montent à bord du Strasbourg-Nice. Ils entrent dans son compartiment, la bousculent, l'un des deux la menace d'un couteau et la viole. Le violeur et son complice tirent le signal d'alarme et s'enfuient. Avec un calme étonnant, Anita rassemble les pièces à conviction, comme les draps et les couvertures. Pendant ce temps, les contrôleurs sont dépassés par la situation. Quand on vous laisse des petits mots dans le compartiment pour dire « vous pouvez dormir tranquille sur vos deux oreilles, nos agents veillent sur vous », je ne peux pas admettre ce qui m'est arrivé. Je ne laisserai jamais continuer, M. Gallois, à faire croire à la société qu'on est en sécurité dans ces trains. C'est faux. Cette nuit-là, 2 contrôleurs et un agent de la compagnie des wagons-lits assurent la sécurité. En 1999, le nombre d'agressions contre les voyageurs de la SNCF a augmenté de 21%. C'est pourquoi Anita a décidé de porter l'affaire devant le tribunal civil de Marseille. Comme malheureusement le fait d'attirer l'attention de la SNCF sur les dangers réels qui se traduisent par des viols, par des assassinats, ne sert à rien, on fait un procès pour qu'ils comprennent. Finalement, l'enquête de la police judiciaire a abouti. Le violeur et son complice sont derrière les barreaux. La SNCF, quant à elle, refuse de communiquer. Une page médecine avec le point sur l'ostéoporose, largement évoqué lors du MEDEX, rendez-vous qui réunit de nombreux spécialistes. Après 50 ans, plus d'une femme sur 3 est concernée par cette maladie qui rend les os fragiles ou friables. La prévention et de nouveaux traitements permettent de ralentir considérablement l'évolution de cette affection. Sébastien Leguet, Jean-François Monnier. Pour Yvette Godin, la musculation commence à 60 ans. Chaque jour, elle doit faire travailler un poignet qui a souffert. Un soir, elle a glissé et, mauvais réflexe, elle a voulu amortir le choc avec les mains. Seulement, pour une chute banale, la fracture était loin d'être bénigne. La main était pratiquement en 8, l'os sortait, voilà. Après l'accident, les médecins suspectent une fragilité générale des os. Yvette leur confie que sa sœur souffre d'ostéoporose, la maladie du squelette poreux. Alors, pour lever le doute, on pratique un examen de la colonne vertébrale et du col du fémur. Donc il s'avère qu'il existe une diminution de la densité. Désormais, Yvette sait qu'il est question d'ostéoporose. Après la ménopause, une femme sur 3 est concernée. Les fractures du poignet ne sont plus des accidents anodins. On sait que les patients qui ont une fracture du poignet ont dans les années à venir, s'ils n'ont pas de mesures préventives, un risque accru de faire d'autres épisodes fracturaires et qui peuvent concerner soit le rachis, soit le col du fémur à plus long terme. La colonne vertébrale, une des cibles de la maladie. Les os sont composés de réseaux, sorte d'échafaudage. Ça et là, l'ostéoporose les grignote et les vertèbres se tassent. Pour renforcer les os, le calcium et la vitamine D qu'apporte le soleil sont des alliés précieux. Des traitements américains arrivent en Europe et s'ajoutent aux traitements hormonaux souvent prescrits aujourd'hui. Je pense qu'avec cette possibilité de choix thérapeutique, on a de bons espoirs de réduire de 40 à 50% l'incidence des fractures chez les patientes. Parmi les fractures liées à l'ostéoporose, celle du col du fémur est particulièrement redoutable. Un patient sur 5 meurt de ses suites dans l'année. Quant à Yvette, il s'agit à présent pour elle de ralentir grâce au traitement l'évolution de la maladie. L'ouverture de la pêche à la truite depuis ce matin, une saison qui sera marquée cette année par les méfaits de la tempête, puisque de nombreuses régions ont été touchées, endommageant les rives et le milieu aquatique. Près d'Angoulême, en Charente, Christophe de Valembras et Alain Darigrand ont suivi un pêcheur de longue date. 25 ans de carte de pêche et pas une ouverture de truite manquée. Toujours le même coin et non, Jean ne changera pas malgré la tempête. Pas facile l'ouverture cette année, monsieur. Non, non. Vous attendiez à ça? Non. C'est même dangereux, hein. Vous y allez quand même? Ah ouais. Plaisir, c'est le plaisir. Il peut y avoir du danger parce qu'il y a des branches qui sont instables et si on monte dessus, on peut tomber. Vous avez prévenu les gens? Nous avons prévenu par voie de presse que la pêche serait très difficile cette année et qu'il fallait quand même être vigilant sur les bords de rivière pour éviter les accidents. Pas d'accident, quelques incidents d'hameçon, tout au plus. Et Jean atteint son objectif. Une fois installé, les branches tombées pendant la tempête ne sont plus une contrainte, le plaisir est là. Le plaisir, au contraire, et plus c'est fourré, normalement la truite se cache, et c'est vrai que c'est mieux. Hein.
Mais la truite, c'est très malin. Hein. Et il n'y a encore rien. Hein. Pourtant, ce matin, les truites étaient bien là. Mais qu'en sera-t-il l'an prochain? Les dégâts de la tempête inquiètent. Cet arbre arraché, par exemple, pourrait bien perturber la reproduction des poissons. Le problème, c'est un arbre qui s'est déraciné suite à la tempête. Et ça a emmené énormément de terre. Et le gros problème que l'on a à ce moment-là, c'est qu'on a des frayères à truites en aval qui sont colmatées par cette terre qui arrive. Et donc, au niveau de la reproduction, donc pour l'année 2000, on pense qu'on aura de gros problèmes sur ce secteur. En attendant, Jean ne rentre pas bredouille de cette ouverture. Une truite, pour l'honneur, car les conditions étaient loin d'être idéales, mais cette année encore, il était au rendez-vous. Le joueur de football français Nicolas Anelka en bien mauvaise posture après s'être violemment rebellé contre le Real Madrid qui avait acheté à prix d'or ses services. Anelka a décidé de ne pas aller à l'entraînement hier et s'est vu écarté de l'équipe pour faute grave. L'affaire ne devrait pas en rester là. Nathanaël Dorenxa. Voici l'une des dernières images de Nicolas Anelka à l'entraînement. Seulement hier, comme aujourd'hui, le joueur français n'a pas répondu aux convocations de son club. Il a été sanctionné. J'ai eu une conversation avec lui, je lui ai rappelé ses obligations professionnelles. On n'est pas au collège, il a des comptes à nous rendre. Sa vraie faute, c'est d'avoir refusé de s'entraîner. Aujourd'hui, sur son site web, l'attaquant français donne sa version des faits. S'il a séché l'entraînement, c'est uniquement pour se faire entendre auprès des dirigeants et comprendre pourquoi il ne joue pas. Anelka affirme ne pas vouloir quitter le Real. Toutefois, si la situation n'évolue pas, le plus gros transfert de l'histoire du football espagnol se dit prêt à renoncer à son salaire de 2 millions net par mois pour retrouver sa liberté. Un rebondissement supplémentaire dans une histoire déjà mouvementée. Dès son arrivée à Madrid, l'été dernier, le jeune attaquant français, acheté 220 millions de francs, s'est attiré les foudres des supporters. Sa maladresse devant les buts, son manque d'enthousiasme, sa timidité ont fait de lui la cible privilégiée de la presse espagnole. Ajouter quelques paroles malheureuses et le cas Anelka devient une affaire d'État. Je ne veux faire là non plus aucune ingérence dans les affaires familiales de M. Anelka. La direction du Real n'a pas encore précisé ce qu'elle comptait faire de son attaquant français, mais si Anelka devait partir, alors ce but inscrit le 26 février dernier resterait à jamais l'unique but d'Anelka marqué sous les couleurs du Real Madrid. Un but à 220 millions de francs, assurément le but le plus cher de l'histoire du football. À la veille de l'arrivée du Paris-Nice, la 7e étape a été remportée aujourd'hui par l'Allemand Andreas Klöden qui a donc dépossédé le Français Laurent Brochard du maillot blanc de leader. Klöden a la quasi-certitude de remporter la course. Il est âgé de 24 ans. Les 15e victoires de la musique en direct après ce journal sur notre chaîne. Ambiance dans les coulisses lors des dernières répétitions. Michel Monpontet, Blaise Grenier. Incroyable. C'est finalement à l'heure et au lieu dit que les 15e victoires de la musique vont avoir lieu. Et hier soir, à la répétition générale, les derniers préparatifs pour 3 heures de spectacle touchaient à leur fin. Mais comment ne pas évoquer rétrospectivement la grande peur de la semaine passée, quand le Zénith était condamné à fermer pour 6 mois, sécurité oblige. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit c'est fichu? Non, parce qu'on n'est pas du genre à désespérer. Mais quand même, le 29 février, on annonce la fermeture, les victoires de la musique 10 jours après. Oui, c'est vrai que on a eu assez peur, c'est assez angoissant. Fini l'angoisse et au travail donc. Et même si les Américains de Pink Martini ne veulent pas travailler, il va falloir qu'ils apprennent à pratiquer leur joli français avec, sait-on jamais, un prof particulier. Je fume. I can't do the U. Say it again. Et puis je fume. Et puis je fume. Oh. Ils rêvent tous d'aller plus haut. Mais un jury composé de 2600 votants représentant les métiers de la musique décernera seulement 12 victoires. Mais pendant ce temps, les Toulousains de Zebda, 3 fois nominés, décontractés, n'attendent pas d'avoir des raisons pour faire la fête.
Au fait, ça leur sert à quoi d'être là après 800 000 albums déjà vendus? Ça sert à passer à la télé le samedi soir parce qu'on n'y passe pas souvent, parce qu'on ne s'y reconnaît pas tellement dans tout ce qui se fait dans le samedi soir. Mais la seule question qui agite ce soir le showbiz est bien celle-là. Pascal Obispo aura-t-il enfin quelque chose? Et en direct du Zénith, nous retrouvons les deux maîtres de cérémonie, Michel Drucker et Jean-Luc Delarue. Apparemment, le tandem que vous formez marche tellement bien que vous ne vous quittez plus. Patch Koumoun, Béatrice. Surtout qu'on va chanter, Béatrice. Ah, vous allez chanter? La chemise, on va chanter Tomber la chemise. Et vous allez chanter avec nous. En fait, Oui. nous allons chanter. Pendant ce temps, vous allez tomber la chemise en direct devant les spectateurs ont le droit de savoir, Béatrice. Difficile de répondre à la question. Impossible. Est-ce qu'Obispo a quelque chose? Alors ça, la compétition est rude. Il y a Hallyday, très relevé, il y a Cabrel, il y a Souchon. C'est très relevé au niveau Il y a nous en plus. Il y a nous qui n'allons pas chanter, c'est une promesse ferme et définitive. Oui. Béatrice, on vous Et tout écoute. de même, Nous sommes dans les coulisses de tonalité, victoire, là, en direct avec tous les artistes qui se préparent. quelle tonalité pour ces 15 tonalité, ben, je crois. Viens la Francis, viens la Francis. Eh bien, moi, je crois ce soir, Béatrice, et c'est pas Jean-Luc qui me démentira, que nous allons avoir exactement ce qu'est la France musicale de l'an 2000. On peut dire la France un peu à l'image de notre football, c'est-à-dire Voilà. black, blanc, beurre, une France multiculturelle et métissée. Voilà, qui gagne, victoire de la musique également, Zebda, 113, Tina Arena, Natacha Atlas. Et l'Afrique sera représentée. Et l'Afrique sera également. représentée, Youssou N'Dour, et puis évidemment Pascal Obispo qu'on a cité tout à l'heure. Enfin bon, et puis ce fameux Et les révélations. mélange, et puis le mélange aussi, Michel, des animateurs. Oui. En bon bâtard, si vous me permettez ce terme. Il faut peut-être parler romano-viennois pour oui, Monsieur Drucker. et russo-hongroise pour lui. Béatrice, il faut dire également qu'il y a dans cette soirée une compétition à laquelle les téléspectateurs de France 2 vont pouvoir participer par téléphone, c'est les révélations. 50% du vote viendra de vous. C'est ça, donc le standard sera ouvert au cours de la soirée en direct intégral. Les Pour la révélation ou les révélations. Lors sont en compétition notamment Lam, Pic Martini, Tina Arena, Linda Lemay et quelques autres. Voilà. Eh bien, merci Ça de vous va, toutes- Béatrice, Mais tout ça ça me va très bien et on a pris note. Vous voulez qu'on fasse plus long? Non, je vous remercie. Si vous voulez qu'on parce fasse plus long, on on va vous fait la météo aussi. Oui. Non, on va déborder et ça va prendre du temps et donc vous aurez une émission beaucoup plus courte. Ce serait dommage. Merci à tous les deux. À Oui, tout mais de votre suite. journal sera plus long et c'est magnifique. Et Merci, Béatrice, on vous retrouve demain à 13h, Béatrice. S'il vous Soyez plaît. à l'heure, on vous attend demain à 13h. Et n'oubliez pas de tomber la chemise. Merci. Bonne soirée. Bon, faut y aller maintenant. Bonne soirée. 3 fois nommé aux victoires de la musique, Mathieu Chédid, le fils de Louis, trace largement sa route en tournée dans toute la France. Cette semaine, il a fait une halte à l'Olympia. Olivier Lenuzza et Christophe Vignal l'ont rencontré. Ces chansons, il les signe d'un M qui veut dire je t'aime. Docteur Chédid dans la vie et Mister M sur scène. À 28 ans, Mathieu Chédid, auteur, compositeur et interprète, signe son deuxième album. Résultat, 3 nominations aux victoires de la musique. Il y a un côté quatrième dimension pour moi, effectivement, de me retrouver là, parce que c'est vrai qu'effectivement je fais de la musique aussi, mais j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle malgré tout par rapport à tout ça, donc je suis très honoré, parce que j'ai l'impression d'exister, tout d'un coup on me donne vraiment le sentiment d'exister à travers tout ça. Mais comment t'attends? Mais comment t'attends? Mathieu Chédid, un monomaniaque pour qui la vie et la musique sont liées, M ne donne pas des concerts, mais des spectacles. Un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel. M, c'est la scène, c'est-à-dire que si l'état dans lequel je suis et pour faire vivre mon personnage un maximum, c'est à travers vraiment la scène que j'y arrive, parce que c'est l'énergie des gens que j'essaie de me procurer et d'en sortir justement beaucoup plus fort et avec beaucoup plus de confiance, sortir tous les complexes et être vraiment encore plus moi-même bizarrement. Donc je crois que c'est grâce à la scène que je suis encore plus Mathieu Chédid à travers M. Allez danse! Allez danse, allez danse! Dans la famille Chédid, je demande M, fils de Louis, le chanteur. Dictionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki tout tourne, esprit à clou. M, petit-fils d'André, la romancière.
M, le super-héros de la chanson française. Inauguration ce matin d'une place à Paris qui porte désormais le nom de Claude François. Elle se trouve près du boulevard Excellence dans le 16e arrondissement, là où le chanteur a vécu pendant de nombreuses années. Étaient présents les deux fils de Claude François, des artistes comme Alain Chamfort, Patrick Juvet ou Michel Thor. Le maire de Paris, hospitalisé ce matin au Val-de-Grâce, n'a pu assister à cette inauguration. Jean Tibéry, qui souffre d'une infection urinaire et qui devrait être rapidement remis sur pied selon son porte-parole. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Contre la carte scolaire, la mobilisation des enseignants et parents d'élèves, près de 25 000 d'entre eux dans les rues de Nîmes cet après-midi pour réclamer de nouveaux postes. Jacques Chirac et la Martinique, le président de la République évoque un statut sur mesure pour chacun des départements d'outre-mer, prenant en compte les différences et les spécificités. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, les 15e victoires de la musique en direct du Zénith, 1h05, le dernier journal, Laurence Stolazza. Demain, 7h, Catherine Sellac sera en compagnie de nombreuses personnalités pour continuer de fêter les 4 ans de thé ou café. À midi, DMA, Paul Amar recevra Bertrand Delanoë. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.